Bonjour. Alors, en ce 1er mai 2020, j'ai fait une petite liste de revendications pour le 1er mai, du coup, et je vais vous la lire. Alors, déjà, j'ai mis rétablissement de l'ISF. Oui, parce que l'ISF, du coup, ça représente 3 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. Et on nous dit donc qu'il va falloir faire des efforts, etc. etc. Et donc c'est normal que déjà ces efforts-là, ça se questionne, enfin ça, voilà, est-ce que voilà. Mais en tout cas, tout le monde, toutes les couches de la société doivent faire des efforts. Pas de raison, et ça depuis des années, c'est toujours les mêmes qui font des efforts. Toujours les ouvriers, les travailleurs, les précaires, etc. Donc, du coup, voilà. Le rétablissement de l'ISF, c'est une mesure de justice sociale, justice fiscale. Ensuite, j'ai mis un toit digne pour toutes et tous. Voilà, avec 8% de logements vacants, donc ça c'est au niveau de la France, des millions de mètres carrés disponibles. Ah oui, parce que du coup, voilà, je demande un toit digne pour toutes et tous, donc digne, c'est-à-dire pas de chambre de bonne, pas de taudis, pas de, etc. Il y a beaucoup trop de Français, de Françaises et de jeunes, notamment des étudiants. Ça rappelle à Lyon le Anas, l'étudiant Anas qui s'est immolé par le feu. Voilà, pour cause de précarité. Et donc, voilà, du coup, un toit digne. C'est pas un palace, je ne demande pas des palaces, mais un toit digne simplement. Et voilà, comme j'ai souligné, 8% de logements vacants, des millions de mètres carrés disponibles. Donc, à un moment donné, voilà, à l'échelle de Lyon par exemple, voilà, voilà, on réquisitionne les logements vacants, les bureaux, etc. On construit du logement social. Enfin bref, on agit quoi. Voilà, on agit. Ensuite, plus de personnel dans les hôpitaux et les EHPAD. Voilà, alors ça, de toute façon, la crise que traversent nos hôpitaux et nos EHPAD, ça date pas du Covid-19. Là. Ça date depuis des années. Le personnel des hôpitaux et des EHPAD tire la sonnette d'alarme, n'en peuvent plus. Voilà, donc simplement, il faut prendre des mesures fortes. Parce que les applaudir, c'est bien, mais voilà, à un moment donné, c'est déjà bien que voilà, les applaudissements c'est déjà bien. Pourquoi? Parce que ça revalorise leur image aux yeux des gens, quoi. Les gens prennent vraiment conscience que voilà. Mais il faut qu'il y ait des mesures sociales fortes derrière, parce que sinon c'est trop facile, quoi. On applaudit trois petits tours et puis s'en vont. Voilà, non, non, il faut des mesures fortes. Donc il faut plus de personnel dans les hôpitaux, arrêter de fermer les hôpitaux. Par exemple, Lyon, dans ma ville, du coup, il y a pas mal d'hôpitaux qui ont fermé. Par exemple, bah, l'Hôtel Dieu, hein, le plus emblématique, l'Hôtel Dieu, qui s'est transformé en galerie marchande, mon Dieu, et qui a gardé le nom en plus, ça s'appelle Grand Hôtel Dieu. Enfin, ouais. Et du coup, il y a l'hôpital de Brousse qui est fermé, la clinique du Tonkin qui est bon, en réaménagement, enfin je sais pas, etc. Enfin bref, voilà, il y a des hôpitaux qui ont fermé, il y a l'hôpital de l'Anticaille aussi qui a fermé. Enfin bref, donc ça suffit de fermer des hôpitaux à un moment donné. Voilà, c'est des besoins de la population, du coup, sinon ils sont surchargés. Et donc du coup, voilà, on arrête de fermer les hôpitaux, on recrute du personnel dans les hôpitaux. Dans les EHPAD aussi, parce que les EHPAD, évidemment, il y a une grande souffrance dans les EHPAD aussi, que ce soit c'est comme dans les hôpitaux, hein, que ce soit les usagers, les résidents de l'EHPAD, ou bien les professionnels. Voilà, c'est compliqué. Ils sont à la minute, ils sont minutés, donc voilà, 2 minutes pour ci, 2 minutes pour ça, etc. C'est infernal, c'est déshumanisant. Et donc du coup c'est déshumanisant pour les résidents, mais c'est déshumanisant pour le personnel en fait, qui est dégoûté bah, que ça se passe comme ça, qui est dégoûté de ne pas pouvoir faire mieux quoi pour les résidents. Donc à un moment donné, voilà, les hôpitaux, les EHPAD. J'ai mis aussi la revalorisation des métiers vitaux, notamment donc tout ce qui est propreté, hygiène, santé, éducation, paysannerie.
Voilà, parce que voilà, il faut revaloriser. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure un petit peu donc sur le fait de les applaudir, etc. C'est une revalorisation mentale, on pourrait dire morale. Bon, il faut une revalorisation sociale de ces métiers-là. Par exemple, bah, la propreté, l'hygiène, donc tout ce qui est les femmes de ménage, les éboueurs, etc. Sans eux, on croulerait sous les déchets. Donc, voilà. Mais c'est ça, il faut un changement de paradigme en fait. Dans notre société, c'est trop comment dire, les métiers de l'image en fait qui sont rémunérés. Le sport aussi, il y a des fortes rémunérations de sport, les grandes entreprises, évidemment, les PDG des grandes entreprises. Donc, à un moment donné, ouais, je sais pas, faut un changement de paradigme, en fait, voilà, pour faire en sorte que les métiers vraiment nécessaires, vitaux, vital pour la société, eh bien, soient euh, respectés et puis puissent travailler, vivre dignement, en fait. Donc la propreté, hygiène, la santé, donc ça, j'y reviens pas, donc c'est les hôpitaux, l'éducation aussi, les classes surchargées, etc. Ça suffit, les classes de plus de 30 élèves, etc. Ça suffit. À un moment donné, on peut pas, quand on est un élève, quand on est un professeur d'ailleurs, bah, d'être à plus de 30 élèves par classe, c'est compliqué, quoi. Hein. Aussi, donc sur l'éducation, faut recruter aussi des médecins scolaires, des psychologues, des infirmières scolaires, c'est important, parce qu'il y a aussi les problématiques de harcèlement scolaire. Et donc, des fois, c'est compliqué de parler hein, quand on est un enfant. Donc, c'est important d'avoir le personnel compétent, personnel approprié. Enfin, sur cette question du harcèlement scolaire, il faut sensibiliser l'éducation, le personnel d'éducation en général, donc les enseignants, etc. Et puis la société en général d'ailleurs. Mais voilà, il faut des personnes référentes, donc c'est un petit peu vers cela que les élèves peuvent se tourner. Il faut que ce soit, et pas que le psychologue fasse plusieurs établissements, etc. comme aujourd'hui. Non, non, il faut fixe, etc. Enfin voilà, dans l'éducation, j'ai mis aussi la paysannerie. Bah, ça, c'est tous nos paysans. Vous savez qu'un paysan se suicide enfin, tous les jours, je crois, hein, à vérifier, mais il y a un fort taux de suicide dans la paysannerie, quoi, hein. Donc voilà, ils sont pris à la gorge. Donc à un moment donné, faut aussi revaloriser aussi ces métiers-là. C'est grâce à eux aussi qu'on mange. Donc en fait, tous les métiers, d'une certaine manière, oui, tous les métiers qui touchent à l'humain, quoi. Tous les métiers qui touchent à l'humain, qui font que notre quotidien, euh, eh ben, voilà, comme par exemple les éboueurs, etc. Tous les métiers oui, qui travaillent autour de l'humain, quoi. Il faut les revaloriser parce que c'est les métiers les plus importants du monde. Voilà, c'est les métiers les plus importants du monde, donc il faut les revaloriser. Ensuite, j'ai mis la transition écologique. Donc la transition écologique, on est dans une société très, très productiviste. J'ai vu récemment sur la chaîne Arte, je crois que c'était sur la chaîne Arte, un documentaire un documentaire de Yann Arthus Bertrand sur les océans. Mon Dieu, hein, les océans, c'est catastrophique tout ce qu'on fait. Alors je savais plus ou moins que c'était un peu, voilà, qu'on faisait pas des belles choses dans les océans, mais alors là, c'est vrai que là, ça m'en met vraiment des. Par exemple, ils ont à un moment donné ouvert des poissons pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, et puis il y avait plein de plastique, etc. Enfin, ouais. Voilà. Là, barrière de corail qui est en train de fondre, tous les poissons, en fait, il y a des espèces qui disparaissent. Le thon, je crois que ça existera même peut-être plus. Bon, il y a plein de bouleversements dans les océans. Vraiment, c'est un massacre en fait. C'est un massacre. Vraiment très bon documentaire. Je vous encourage d'ailleurs à aller le voir. Du coup, le reportage de Yann Arthus Bertrand, je crois que c'était sur Arte. Donc voilà, et donc il faut une transition écologique à un moment donné. Moi, depuis, on va dire, ma conscience politique, je me suis toujours intéressé un petit peu à tout ça, mais on va dire que à partir de 2011, il y a une date, c'est 2011, que vraiment j'ai lié dans ma tête le social et l'écologie. Voilà. Mais là, depuis vraiment quelques mois, vraiment, les questions écologiques
pour moi, elles sont très 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 importantes, quoi, parce que c'est notre vie humaine en fait dépend de ça, dépend de ces questions-là. Donc à un moment donné, voilà, il faut marcher sur ces deux jambes en fait. C'est-à-dire il faut faire du social, il faut faire de l'écologie. Voilà, et cette transition écologique de la société, elle est fondamentale. Ensuite, j'ai mis l'alimentation de qualité pour toutes et tous. Donc eh bien, ça rejoint un petit peu, parce que là aussi, sur la question de l'alimentation, j'avais vu un documentaire aussi, et là c'était sur Arte aussi, bah, décidément, mais oui, mais Arte, simplement avant le confinement, j'encourageais aussi les gens à regarder Arte, parce que je trouvais que c'est une chaîne très pertinente, qui faisait vraiment du bon contenu, mais du coup, j'avais pas nécessairement le temps de regarder en fait cette chaîne-là, et donc du coup là, bah, avec le confinement, du coup, voilà, un peu plus de temps, et donc du coup, voilà, la chaîne Arte, vraiment, ils font des pépites quoi. C'est pas les reportages, vous savez, on suit les policiers de la BAC, etc. Euh, on apprend finalement rien en fait. C'est tout. Sur Arte, voilà, on apprend vraiment des choses en fait. Et justement la question de l'alimentation, c'était sur la question, le documentaire était sur la question plus spécifiquement de l'obésité. Et du coup, ça expliquait un petit peu pourquoi il y a une augmentation du taux de l'obésité, du taux avec tout ce qui va avec, donc les maladies cardiovasculaires, le diabète. Ça expliquait un petit peu d'où ça venait, etc. Donc c'est très intéressant, mais aussi comment agir en fait, comment agir aussi. Et ça montrait, c'était un pays d'Amérique du Sud, je ne sais plus lequel c'était, soit le Pérou, soit le Mexique, en fait, qui avait étiqueté sur leurs produits dans les supermarchés avec des étiquettes noires, et en fait ça décourageait en fonction, en fait ils mettaient les étiquettes noires sur les produits très sucrés, très salés, très gras, etc. Et donc ça décourageait le consommateur. Ils en sont allés jusqu'à là, vous vous rendez compte? C'est pas à nous, notre Nutri-Score, etc. Là, voilà, ils ont pris vraiment des mesures fortes. Et donc du coup, au niveau politique, hein, c'est dans les supermarchés, voilà. Ça m'a choqué de voir ça, mais dans le bon sens du terme. Enfin des gens qui agissent quoi. Et donc du coup en fait, parce que vous savez les mômes souvent ils encouragent leurs parents à acheter du sucré, etc. Et là-bas, les mômes là-bas en Amérique du Sud, là, dans un pays, du coup les mômes ils voient les étiquettes noires, ils disent ah papa, maman, non n'achetez pas ça, etc. Voilà. Donc du coup, résultat, eh bien, un des bienfaits de ça, de ces mesures, eh bien, la consommation de soda a diminué de près de 20%, autour de 20%. Énorme. Donc du coup, voilà. Et puis à la fin du documentaire, il y avait un député qui intervenait, c'était Loïc Prudhomme, pour ne pas le nommer, voilà, qui est très aussi sur les questions de l'alimentation, et donc il disait, voilà, la France ne fait rien en fait pour l'alimentation de qualité, vraiment n'est pas à la hauteur en fait, voilà, n'est pas à la hauteur en fait. Donc du coup voilà, c'était intéressant du coup. Donc une alimentation voilà, de qualité pour toutes et tous, aller vers le bio, aller etc. Mais souvent c'est cher aussi, c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures sociales aussi. Donc voilà, par exemple, l'augmentation des salaires, par exemple, ce serait une mesure sociale et écologique. Du coup, comme les gens auraient plus d'argent, eh bien ils vont consommer mieux et ils vont consommer local auprès de leurs petits producteurs, ça va faire marcher les petits producteurs locaux, etc. Donc voilà, c'est une mesure aussi écologique. Ensuite, j'ai mis égalité de rémunération pour les femmes et les hommes. Voilà, parce qu'il y a encore des disparités, etc., des rémunérations, ça va pas, au niveau des rémunérations, ça va pas. Donc comment dire, il y a à travail égal, qualification égale, eh bien un homme et une femme doivent être payés de la même manière, voilà, doivent toucher pareil quoi. C'est pas normal qu'il y ait des écarts de salaire, alors, j'entends 10, 15, 20% même, voire un peu plus. Bon, c'est pas normal, donc je crois qu'il y a des pénalités pour les entreprises qui ne respectent pas l'égalité homme-femme. Eh bien, parce qu'il y a des entreprises qui préfèrent, qui sont mauvaises joueuses, quoi. Des entreprises, il y a pas toutes les entreprises, mais il y a des entreprises qui préfèrent payer des pénalités que de respecter la loi, hein, par exemple sur le handicap ou etc. Puis les villes aussi, hein, sur la loi SRU, je crois, sur le taux de logement social, etc. Il y en a qui préfèrent payer les amendes plutôt que de respecter la loi. Bon, bah du coup, il faut augmenter les amendes, faire en sorte que eh bien, payer les amendes soit ça soit moins profitable pour elles, pour les entreprises, pour les villes, que respecter la loi.
hein. Ensuite, lutter contre toutes les formes de discrimination. Voilà, donc ça c'est, il y a encore trop de discrimination, à l'embauche notamment. Le contrôle aux faciès aussi, hein, j'oublie pas ça aussi, les quartiers populaires, c'est très intéressant aussi. C'est sujet des quartiers populaires. Moi j'avais 11 ans en 2005 quand il y a eu les émeutes, entre guillemets, eux ont appelé ça les émeutes, moi j'ai appelé ça, enfin, on y réfléchissant un peu plus tard, mais vraiment comme c'est des rébellions en fait, c'est des révoltes en fait. Trop de difficultés, si vous voulez, accumulées dans les quartiers populaires, contrôle aux faciès, discrimination, parfois les bavures policières aussi. Alors, je ne mets pas tous les policiers dans le même sac, d'accord. Et puis il y a aussi une souffrance policière aussi, ça n'excuse pas. Attention, je ne suis pas en train d'excuser, hein, loin de là. Mais c'est un fait en fait. Donc il y a une souffrance policière, des commissariats délabrés, etc. Voilà. Mais ça n'excuse pas. Il y a trop de bavures policières dans les quartiers. Et du coup, voilà ça, plus ces problématiques de chômage, des fois 30-40% de chômage, etc., les problématiques sociaux et tout ça. On a tendance dans les quartiers à concentrer la misère, concentrer les difficultés. Et donc ça a pété en 2005. Voilà, ça a pété en 2005. Mais depuis, rien n'a été réglé dans les quartiers populaires. C'est cocotte minute. C'est une cocotte minute, les quartiers populaires. Voilà, donc vraiment, il faut désamorcer ça quoi, au plus vite. Pour ça, pour prendre des mesures fortes en fait. Et donc, par exemple, sur le contrôle faciès, les mesures sociales, etc., contre la précarité. Hein. Voilà, et enfin, j'ai mis la dernière, lutte contre la fraude fiscale. Lutte contre la fraude fiscale, voilà, lutte contre la fraude fiscale, ça c'est très important aussi, puisque souvent on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, pour l'éducation, etc. Alors qu'en fait, la fraude fiscale, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire, celle-là, ça doit être là, oui, 50 à 80 milliards d'euros chaque année. Hein, en moyenne, 50 à 80 milliards d'euros chaque année en France, la fraude fiscale. Et à l'échelle européenne, je crois que c'est 1 milliard. Je crois que c'est 1 milliard, mais à vérifier. Je crois, voilà. Donc les chiffres de la fraude fiscale sont faramineux. C'est une honte absolue et on ne fait rien, on ne fait rien du tout contre la fraude fiscale. Voilà, soyons honnêtes. Vous vous rappelez d'ailleurs sous la mandature précédente, sous François Hollande, il y avait le ministre chargé de la lutte contre la fraude fiscale qui était lui-même un fraudeur. Voilà, donc on va aller loin avec ça. Donc du coup, voilà, il faut une vraie politique de lutte contre la fraude fiscale, 50 à 80 milliards d'euros. Il faut arrêter les exonérations de charges. Je pense par exemple au CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, ça représente 20 milliards d'euros que l'État a donné aux grandes entreprises. 20 milliards d'euros. Donc voilà, il y a de l'argent. Voilà, que ce soit dans la fraude fiscale, que ce soit dans le CICE, etc. Donc souvent on nous dit voilà, il n'y a pas d'argent. Si, il y a de l'argent, mais le tout c'est de le répartir équitablement entre les gens. Voilà. Je ne demande pas à être millionnaire, les gens ne demandent pas à être millionnaires, ils demandent simplement à être dignes, à vivre dans la dignité simplement. Et là on est dans la cinquième, sixième, septième puissance économique d'Europe ou du monde. Donc il y a de l'argent en fait. Voilà, il y a de l'argent. Souvent on entend les caisses sont vides, etc. dans les médias et puis les gens, certains le répètent, etc. Non, mais il y a de l'argent. C'est les choix qu'on fait. Voilà, c'est les choix qu'on fait. C'est les choix qu'ils font, que nos décideurs font derrière. Voilà. Qui nous privent en fait de certaines recettes, etc. etc. Mais il y a de l'argent. Et enfin, j'ai mis une dernière phrase. Donc c'est dans l'histoire, rien ne nous a été donné, tout a été conquis de haute lutte. Ne l'oublions jamais. Voilà. Pardon. Parce que ça, c'est fondamental de le comprendre en fait. Voilà, rien ne nous a été donné. Regardez, il faut remonter un peu le temps. C'est les congés payés, tout ce qui est congés payés, tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est retraite, tous les acquis sociaux en fait, ils ont été conquis de haute lutte. Par exemple en 1936 avec le Front populaire, en 1945 avec le CNR, le Conseil national de la résistance pour la sécurité sociale notamment. Et donc voilà, il y a eu aussi des révoltes, il faut le souligner, qui ont débouché sur des progrès, par exemple mai 68. Alors on critique, je veux dire, voilà, on peut, je veux dire, voilà, on est libre, mais en tout cas, mai 68 a eu ce bienfait d'augmenter, de
produire une augmentation des salaires de 34%. Voilà. Donc les luttes des gens, c'est toujours comme ça que c'est toujours par la lutte que les gens ont acquis un mieux-être. Voilà, toujours par la lutte. Rien, c'est pas les puissants, genre allez, tenez. Non, non. Voilà, c'est toujours par la lutte, une détermination. Rien ne nous a été donné. Et donc il ne faut pas se résigner. Voilà. Comment dire, le truc bien pour les puissants, c'est quand les gens se résignent. En fait. Voilà. C'est quand les gens se disent oh, c'est bon, rien n'est possible, on peut rien faire, etc. Là, les puissants se frottent les mains. Et puis aussi, les puissants ils sont contents quand on se tape dessus. Voilà, donc tout ce qui est le racisme, les discriminations, etc. Bah, du coup, les gens ils se divisent en fait artificiellement entre eux. Et donc du coup, bah, diviser pour mieux régner, quoi. Un peuple divisé, c'est un peuple faible. Donc voilà, ça c'est important de comprendre. C'est par l'unité, pas l'unité nationale, l'unité du peuple. L'unité du peuple qu'on avancera et donc qu'on fera honneur à nos anciens qui se sont battus, donc parfois au prix de leur vie, il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Voilà, pour créer la sécurité sociale, etc. Et puis quand on nous dit il n'y a pas d'argent, etc. aussi, en 1945, la France était ruinée, on sortait de la Seconde Guerre mondiale en fait. Donc on était ruinés. Et pourtant, la sécurité sociale est née. Donc du néant est sorti voilà, quelque chose de beau. Une idée derrière la Sécu, c'était une idée de solidarité, de faire en sorte que chaque individu, chaque citoyen puisse avoir un minimum en termes de minimum social en fait, en termes de santé, etc. Donc pour lui et sa famille, voilà, donc c'est très important. Donc voilà. Et si voilà, fallait résumer un petit peu ma pensée sur le 1er mai, donc c'est non résignation, ne nous résignons pas. Et puis voilà, tout reste à faire maintenant. On voit bien de toute façon que le libéralisme, depuis des années, le libéralisme, le chacun pour soi, l'individualisme, le consumérisme, c'est terminé. Les gens, je le constate, la conscience des gens augmente. Alors vous allez me dire, c'est long, etc. Oui, mais ça se fait petit à petit quand même. Les gens prennent conscience que rien qu'au niveau écologique, par exemple, on ne va pas pouvoir tenir comme ça bien longtemps. Il faudrait plusieurs planètes si on vivrait comme des Américains, je crois, ou comme des Français. Bon, donc il faut, voilà, à un moment donné, il faudra prendre des mesures fortes. Il faudra changer de paradigme. Mais voilà, pour la survie en fait, de l'humanité. Voilà, tout simplement donc des mesures écologiques, sociales et puis démocratiques aussi, parce que ça aussi, que tous les pouvoirs soient concentrés dans les mains d'un seul homme, c'est pas bon non plus. J'aime beaucoup cette idée de déprofessionnaliser la politique, parce que là en fait beaucoup de gens en politique, pas tous, je ne fais pas de généralité, attention, mais beaucoup de gens sont en politique pour les privilèges, le pouvoir, l'argent. Voilà. Et donc ça, si on enlève les privilèges, si on enlève l'argent, si on fait en sorte que nos représentants soient payés finalement comme le salaire médian de la population, etc., eh bien on enlève tous les gens là qui sont en politique pour les privilèges, pour le fric, etc. On enlève tous ces gens-là. Du coup, si on prend des mesures comme ça, voilà. Et du coup, en politique, il y aura des gens qui penseront quand même, il y aura plus de personnes qui penseront au bien commun, etc. Donc il faut déprofessionnaliser la politique, voilà, rendre les élus révocables, ça aussi. Mais vous savez, parce que je pense aussi au niveau de l'abstention, il y a trop d'abstention, etc. Mais les gens, et je le comprends aussi, sont dégoûtés en fait, et ça, il faut le comprendre aussi. Parce que ce soit, on l'a bien vu de toute façon sur le PS, que ce soit PS, etc., qui se succèdent, c'est la même politique. Moi je me rappelle sous François Hollande, je disais que la seule chose de bien du quinquennat François Hollande, après c'est mon avis, voilà, c'est le mariage pour tous. Là où voilà, on a fait avancer les droits sans retirer, voilà, mais c'est tout, d'accord. Et il se pourrait même bien que la mandature précédente ait utilisé le mariage pour tous pour masquer toute la déroute économique et sociale, parce qu'ils ont fait passer la loi El Khomri, ils ont fait passer plein de lois
antisociale. Macron, de plus en plus, c'est le travail du dimanche, de plus en plus, à l'époque, c'était un ou deux trucs. Moi, je me rappelle quand j'étais môme, il n'y avait pas de commerce ouvert. Simplement, tout était fermé, etc. Je me rappelle. Voilà, et maintenant, de plus en plus, c'est ouvert. Voilà, ça va être bientôt comme aux États-Unis, H24 ouvert. Après, c'est savoir ce qu'on veut. On est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. Voilà, et c'est aux gens de prendre leur destin en main, de savoir. Voilà, moi, j'ai pas. Je veux dire, j'ai pas comment dire, de projet clé en main. Je veux dire, c'est à nous tous de concevoir le projet du futur, et on est toujours plus intelligent à plusieurs que seul. Et voilà, donc c'est à nous tous en fait d'imaginer le monde de demain, de le construire, de réfléchir, etc. En tout cas, voilà, moi ça c'est sûr que j'ai cette conviction-là depuis des années que non, ça c'est plus possible. Et il faut maintenant changer, remettre l'humain au cœur des choses. Voilà, simplement. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas, voilà, c'est pas des mesures extrêmes hein, que je préconise. C'est pas, voilà, c'est pas les gens devenir millionnaires, etc. Non, non, moi ça me dit absolument rien. Non, mais je le dis en face comme ça. Non, mais je le dis vraiment. D'être millionnaire, non, pourquoi? Parce que je sais que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, les riches sont confrontés aussi à des difficultés. Sont confrontés aussi à des difficultés, je veux dire, parfois ils ont des maladies, ils ont des cancers, etc. Donc, je veux dire, tout le monde est confronté à la maladie, quoi. Donc, ça sert à rien d'être jaloux. Moi, je ne suis pas jaloux des riches, je n'ai pas la haine des riches. Mais simplement, ce que je dis aux riches, c'est de partager. Voilà, simplement, c'est ça, c'est le partage. Simplement. Voilà, c'est le partage, simplement. Et quand je me rappelle, il y avait quelques années, c'était à Paris, c'était Yann Brossat, en charge du logement, qui s'était beaucoup mobilisé sur le fait de construire du logement social, et notamment, pardon, sur le logement social, et notamment il avait une idée, c'est d'implanter un foyer de SDF, il me semble, un foyer d'hébergement de SDF dans le 16e arrondissement de Paris, donc un arrondissement évidemment très riche, etc. Et donc du coup très bourgeois, etc. Et donc du coup, ça, il y a eu un tollé pas possible. Le maire de l'époque, Claude Goasguen, s'est insurgé là-dessus. Il y a eu des pétitions, etc. Incroyable. Donc, comme il y a des ghettos de pauvres, il y a aussi des ghettos de riches. Et ça, ce n'est pas normal. Les ghettos, voilà, c'est pas normal de rester entre soi, c'est pas normal. Donc voilà, c'était très bien, très courageux de la part de Yann Brossat d'aller au front, j'ai envie de dire, et puis de proposer voilà, ce foyer d'hébergement. Parce que voilà, en fait, il n'y a pas de raison de concentrer, comme je disais tout à l'heure sur le logement, là, de concentrer les difficultés, etc., dans les HLM, etc. C'est pas possible, voilà. Donc il faut donc les foyers d'hébergement, voilà, il faut qu'il y en ait partout. Et donc voilà. Et pour revenir au dégoût des gens aussi par rapport à la politique, voilà, les gens en fait, moi j'ai cette intime conviction là, c'est que les gens, euh, ils veulent, en fait, au fond d'eux-mêmes, ils veulent décider, avoir une emprise sur leur vie, au fond d'eux-mêmes, je dis, d'accord. Ils veulent avoir l'emprise sur leur vie, mais ils sont tellement, en fait, euh, euh, con- euh, comment dirais-je, ils sont tellement, en fait, empêchés, finalement, de penser que autre chose est possible. Voilà. Ils sont tellement dégoûtés aussi. Regardez, comme je disais tout à l'heure, Hollande, Sarkozy, même politique. Voilà. Moi, après, sous Chirac, bon, j'étais un peu petit. Hein, donc voilà. Moi, ce que je retiens de Chirac, c'est le nom de Chirac à la guerre en Irak. Ça, je retiens ça. Mais il y a aussi la tenue des propos quand il parlait par exemple du bruit et de l'odeur. Voilà. Voilà, Chirac, il faut pas non plus l'idéaliser, voilà, loin de là, voilà. Et puis à partir de Sarkozy, Hollande, voilà, c'est vraiment, et puis Macron, voilà, on est en fait vraiment, en fait, voilà, il y a une même politique qui est menée, et c'est ça qui désespère les gens, parce que les gens ils pensent voter pour le changement, en fait, comme par exemple Hollande, moi j'y ai pas cru, mais beaucoup de gens y ont cru. Hollande, c'était le changement, c'est maintenant. Mais ça a fait beaucoup de mal. Cette phrase-là, elle a fait beaucoup de mal, du coup, à la gauche. Mais ça, à la limite, c'est pas grave.
mais il a fait beaucoup de mal au peuple, à la France en général, à la France. Parce que les gens qui ont voté pour lui, ils étaient sincères en fait. Ils étaient sincères les gens. Le bonhomme Hollande ne l'était pas. La preuve en est sa politique. Mais les gens qui ont voté pour lui étaient sincères, ils voulaient un changement. Mais simplement, voilà, le changement n'a pas été fait. Et ça dégoûte les gens. Ça dégoûte les gens. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que oui, les gens ils se désintéressent de la politique, beaucoup ils se réfugient dans l'abstention, etc. Mais faut se mettre à leur place aussi. Voilà. Mais voilà, encore une fois, donc je vais clôturer voilà, quand même sur les revendications du 1er mai. En tout cas, voilà, pas de résignation. Et maintenant, j'ai envie de dire, tout reste à faire. Voilà, tout reste à faire. Et voilà, c'est le moment de retrousser nos manches et puis d'y aller, quoi, de proposer, de nous creuser les méninges, de proposer des choses voilà, innovantes, créatives, de proposer voilà, de nouvelles choses parce qu'on a besoin dans ce pays, pas que d'ailleurs, hein, au niveau européen, etc. On a besoin d'un bol d'air frais, voilà, on a besoin de fraîcheur. Et la fraîcheur, ça viendra par des mesures sociales, écologiques, démocratiques. C'est ces mesures-là, bien sûr, il ne faut pas que ça soit des miettes, il faut que ça soit des vraies mesures. Hein. Mais des vraies mesures, elles sont prises. Là, ça va changer la vie des gens. Ça va changer la vie des gens. Et voilà, et c'est possible. Surtout, c'est ça, c'est possible. Voilà, c'est possible. Ça a toujours été possible. Mais là, j'ai envie de dire, voilà, depuis et même au-delà du Covid, bien au-delà du Covid, depuis des années, on est à la croisée des chemins. Voilà, on est à la croisée des chemins, tac, tac. Et donc maintenant, eh bien voilà, c'est à nous de construire le monde de demain.